Bonsoir à tous et bienvenue sur Reflète TV. Vous suivez Entre deux News, votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité ivoirienne et internationale. C'est du lundi au jeudi à partir de 19h50 sur nos antennes. Dans cette émission, nous parlerons du président Laurent Gbagbo qui était en meeting le week-end dernier à Port-Boué. Laurent Gbagbo hausse le ton. Quelle lecture de son discours politique tenu à Port-Boué? Nous en parlerons ce soir avec nos invités et consultants. Pour en parler, Madame Solange Seri, cadre du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, précisément dans la région du Gor. Bonsoir à vous, Madame. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de participer à nos débats. Merci. Et puis, Dr Daouda Ouattara, analyste politique. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Cédric. Marcelin Niawa, bonsoir. Bonsoir. Analyste politique. Bonsoir, Eric Bayala, journaliste analyste. Bonsoir, Cédric. Alors, tout de suite, on place au débat. Première question adressée à Eric Bayala. Tout d'abord, quelle lecture faites-vous dans l'ensemble du message donné par Laurent Gbagbo lors de son meeting à Port-Boué? Il faut dire que, à la lecture du message du président Laurent Gbagbo, il faut dire que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Mais lorsque j'ai entendu son message, il m'a semblé que le président Laurent Gbagbo qui est allé à La Haye, ce n'est pas lui qui est revenu en Côte d'Ivoire. Et pour pouvoir illustrer bien ce que nous disons, il faut regarder d'abord toutes les démarches de l'homme à partir de l'appel de Bonois. À partir de l'appel de Bonois, il a lancé un appel invitant toute l'opposition à se rassembler autour de lui. Mais pour que cet appel soit entendu, le président du comité exécutif du PPACI, le professeur Daron Didier, a fait le tour de ces chapelles politiques à l'endroit desquelles le message du président Laurent Gbagbo avait été lancé pour essayer de leur faire comprendre le contenu du message. Malheureusement, malgré cette tournée, l'appel n'a pas été entendu parce que les partis les plus significatifs de l'opposition se sont retrouvés au sein de la CAP Côte d'Ivoire. Après donc l'appel de Bonois, qui partant de ce principe a été un flop, on a assisté à l'opération Kokoko. L'opération Kokoko qui, visiblement, quand vous regardez dans une approche anthropologique et dans les us et coutumes de la Côte d'Ivoire, quand on dit Kokoko, c'est lorsque un soupirant pour la première fois se présente, comment on appelle ça, à la famille de la fille, sinon de la dame avec laquelle il est, pour dire que désormais c'est moi qui marche, moi qui fréquente votre fille. Donc c'est la première présentation. Est-ce que le président Laurent Gbagbo est novice en politique? Est-ce que le président Laurent Gbagbo, c'est la première fois qu'il se présente aux Ivoiriens? On a l'impression qu'on veut coudre un nouvel habit avec un vieux tissu. Et donc là également, ça a été un fiasco. Aujourd'hui, on parle d'un autre appel. Trop, c'est trop. Et quand vous regardez son appel au niveau de Port-Boué, il dit « Je m'appelle Laurent Gbagbo. Est-ce que les gens savent que je m'appelle Laurent Gbagbo? Et que je suis chez moi, les gens sont venus me trouver chez moi et ils veulent me piétiner chez moi. On ne peut pas venir me trouver à Mama et me piétiner à Mama. » Donc quand vous regardez, quels sont ceux qui sont venus alors d'ailleurs? Mais au-delà de ce message, j'interpelle donc ceux de l'AES qui pensent qu'ils sont dans une alliance de raison avec le combat du président Laurent Gbagbo, mais bien au contraire. À travers cet appel, il est en train de montrer visiblement qu'il se sert de leur mobilisation comme une échelle pour atteindre ses fins. Mais malheureusement, il n'est pas avec eux. Parce que ce n'est pas parce qu'on dort dans le même lit qu'on fait le même rêve. Et donc, clairement, il faut que ceux qui se disent qu'ils sont panafricanistes, comme le président Laurent Gbagbo qui se revendique comme un souverainiste, un panafricaniste, qui tient un tel discours, il est clair qu'il faut vraiment une révision du logiciel. Parce que l'homme, il est véritablement dépassé. Merci Eric Baya. Docteur Daouda Ouattara, quel signal Laurent Gbagbo envoie-t-il à l'opinion nationale et internationale et même au pouvoir d'Abidjan? D'accord. D'entrée de jeu, il faut dire que le président Laurent Gbagbo est reconnu ou bien fort réputé être un homme de paix. D'ailleurs, c'est lui qui a initié le Asseyons-nous et discutons. Alors, pour un tel homme, on ne peut pas prendre son discours, bien juger son discours au premier degré. Raison pour laquelle, moi, quand j'ai écouté ce discours, ou bien quand je l'ai écouté à Port-Boué, je me permets d'analyser son discours en deux volets. D'abord dans la forme et puis dans le fond. Alors, au niveau de la forme, c'est vrai qu'il a eu à employer certaines expressions telles que ils veulent qu'on se batte, on va se battre. Alors, ils veulent la bagarre, il y aura la bagarre, etc. Il a eu à employer à plusieurs reprises ces genres de phrases. Alors, dans la forme, ça revient à un discours qui incite
n'est-ce pas, à la violence ou bien qui va amener la population à la violence, peut-être à la bagarre, comme il est dit. Est-ce que c'est de ça que les Ivoiriens ont besoin aujourd'hui? Non. Ce discours, les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Raison pour laquelle j'analyse le discours sous 2 formats. Voilà. Mais dans le fond, il faut dire que c'est une manière à lui, puisque Laurent Gbagbo quand même, Laurent Gbagbo, il fait du Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, il dit ce que la population, ou bien le peuple, ou bien ses partisans ont envie d'entendre. Alors, c'est du Laurent Gbagbo que le président Laurent Gbagbo a fait ce samedi dernier. Alors, dans le fond, c'est une manière d'interpeller le gouvernement. C'est une manière d'intimider, n'est-ce pas, le gouvernement, afin que le gouvernement sache que peut-être que le Rubicon est en train d'être atteint et qu'il faut s'asseoir. Il est temps de s'asseoir, dialoguer et puis trouver un consensus pour le grand bonheur des Ivoiriens. Bien. Marcelin Niawa, vous, dans la forme, quelle lecture vous faites du discours donné par Laurent Gbagbo samedi dernier? Mais samedi dernier, les Ivoiriens ont retrouvé Laurent Gbagbo, l'homme de paix, le combattant des libertés. Monsieur Sidi, que Laurent Gbagbo disait à la veille du multipartisme, et je cite si vous permettez, « Chaque fois que ce pays traversera des difficultés, il trouvera en moi un fils digne pour redresser la tête et me battre pour que ce pays se sorte de toutes ces difficultés. » Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, elle est en difficulté. Elle est en difficulté face au déficit démocratique. Elle est en difficulté face à tout ce que les Ivoiriens vivent comme crise multiforme, crise économique et autres. Et c'est pourquoi le président Laurent Gbagbo, il est allé le 14 juillet à Dabou appeler les Ivoiriens à l'union pour réunir, pour qu'ensemble, de façon démocratique, ils puissent sortir, réunir les conditions d'une élection juste et transparente. Et en plus de cela, avant ça, il y a eu des conférences de presse qui ont été faites, il y a eu des interpellations. Le président Laurent Gbagbo est allé loin en adressant des courriers au pouvoir en place pour une discussion, pour la recherche des moyens, des voies et moyens pour sortir ce pays de tous les dangers qui l'entourent. Mais jusque-là, rien n'a été entendu. C'est pourquoi, à Dabou, il avait dit à ses partisans, je vais lancer un mot d'ordre. Et plus loin, il va le 27 avril à son comité central. Et ce jour-là, il dit, comme les discussions sont en cours, je vais donner une chance aux discussions. Alors, pour l'instant, attendons. Parce que je n'irai pas me battre là où l'adversaire m'attend. Mais quelque temps après, peut-être, il ne voit rien venir. C'est pourquoi à Port-Boué, le président Laurent Gbagbo voit que son pays est en danger. Il lève la tête, il redresse la tête comme il avait dit dans les années 90 pour que les Ivoiriens retrouvent leur dignité. Il parle au pouvoir en place qui refuse de discuter, qui s'enferme complètement dans un mutisme qui ne se justifie pas. Face aux difficultés que les Ivoiriens rencontrent, ils refusent d'écouter, de discuter. Or, qui dit démocratie, dit débat. C'est pourquoi Laurent Gbagbo, il a parlé pour leur dire, c'est le même Laurent Gbagbo qui a dit que chaque fois que le pays traversera des difficultés, il trouvera en lui un fils digne. Ce fils digne-là, il est là. Et il est là pour la démocratie, il est là pour la paix. Il va récupérer tous les moyens démocratiques pour pouvoir amener les Ivoiriens vers un bien-être. Voilà un peu comment il faut comprendre ce discours. Ce n'est pas un discours guerrier, mais c'est de la fermeté. Bien, on le verra à travers le fond que nous allons aborder dans un court instant. Madame Série Solange, quelle est votre appréhension du discours de Laurent Gbagbo et comment réagissez-vous face aux différents propos sur ce plateau? Alors, merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez. C'est bon. Et je voudrais remercier ici toute l'équipe. Et puis, alors moi, avant de rebondir sur votre question, je voudrais rappeler ici aux Ivoiriens qui nous écoutent, qui nous regardent, qui nous entendent, qui sont épris de paix, qui veulent que la Côte d'Ivoire retrouve sa tranquillité. Je voudrais rassurer ces Ivoiriens que M. Laurent Gbagbo n'a jamais appelé à l'unité. M. Laurent Gbagbo ne peut pas être celui qui va réconcilier les Ivoiriens. Parce que quand on veut parler de réconciliation, il faut se réconcilier avec soi-même d'abord et autour de soi avant de parler de réconcilier les Ivoiriens. On a vu dernièrement, depuis que M. Laurent Gbagbo est revenu de La Haye, il n'a jamais pu prononcer le nom de son ex-épouse, Simone Yves Gbagbo. Il n'a jamais pu prononcer le nom de Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, il fait un peu, j'étais moi non plus avec M. Afi Nguessan. On va essayer de voir jusqu'à où ça va. Alors, M. Laurent Gbagbo ne fait pas un discours de rassemblement des Ivoiriens.
parce qu'il n'en a pas la capacité. Ça, c'est ce que je voulais dire ici à mon cher aîné, M. Nyawa. Pour le discours de M. Laurent Gbagbo à Port-Boué, moi, je vais l'analyser sous deux formes. La première forme, c'est donc sous la forme, pardon. Et puis, je vais expliquer ici aux Ivoiriens que M. Laurent Gbagbo, vous avez su que M. Laurent Gbagbo, c'est un grand mobilisateur. Mais ce qu'on a vu à Port-Boué, M. Laurent Gbagbo n'a pas drainé de monde. Mais pourquoi M. Laurent Gbagbo n'a pas drainé de monde? Ça, on va y revenir n'est-ce pas, dans le fond. Dans la forme, toujours, j'ai trouvé un M. Laurent Gbagbo très affaibli. Un M. Laurent Gbagbo très affaibli physiquement, qui ne peut pas vraiment tenir debout 5 minutes. Un M. Laurent Gbagbo qui peine à articuler ses mots. Un M. Laurent Gbagbo qui n'est plus audible au peuple de Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens aujourd'hui, ils entendent beaucoup d'autres sons de cloches que Laurent Gbagbo ne figure même pas dans ces sons de cloches-là. Ça, je voudrais signaler ça. Je voudrais vraiment souligner cela. Maintenant, pour le fond, M. Laurent Gbagbo, son discours, il cherche simplement un soulèvement populaire. Ce qui n'a pas pu réussir en octobre 2020, c'est-à-dire la désobéissance civile, M. Laurent Gbagbo, M. Henri Konan Bédié étant décédé, paix à son âme, M. Laurent Gbagbo veut prendre le relais. Il veut prendre la tête du CNT. Parce que ce qu'il fait, son discours qu'il fait, c'est emmener le peuple de Côte d'Ivoire à se soulever, à se rebeller contre, n'est-ce pas, le gouvernement. Et ça, nous devons dénoncer cela. Le discours de M. Laurent Gbagbo, ce n'est pas un discours, parce qu'un ex-président ne peut pas s'adresser à ceux qui le suivent en disant « on va se battre ». C'est-à-dire qu'il a conjugué le verbe se battre à tous les temps. Je vais me battre, je me battrai, on va se battre, nous allons tous nous battre. J'ai retenu 14 fois battre, battre, se battre, se battre. Mais M. Laurent Gbagbo se bat comment? Les Ivoiriens ont bien envie de savoir comment il va se battre pendant qu'il n'a pas son nom sur la liste électorale. M. Laurent Gbagbo ne s'est pas battu pour avoir ce dialogue-là. C'est-à-dire qu'il n'a pas mené des démarches pour que son aîné, le président, son excellence Alassane Ouattara, qu'il a appelé devant tout le monde le président, mon aîné, et l'autre, il a dit c'est mon cadet, c'est le Benjamin. Il n'a pas pu avoir un discours franc avec le président pour que les choses aillent le mieux. Aujourd'hui, M. Laurent Gbagbo veut se servir de la population. Sauf que la population ivoirienne aujourd'hui est passée à autre chose. Et donc, du coup, il peine vraiment à mobiliser. Raison pour laquelle il fait appel à l'AES. Il s'essaie un peu de soi-disant combat panafricain pour pouvoir séduire les gens, les pays de l'AES. Et donc, ici, nous devons remarquer que Laurent Gbagbo a été toujours l'initiateur des troubles en Côte d'Ivoire. Bien, merci. Alors, Dr Daouda Ouattara, ensuite Eric Bayala, est-ce que pour vous, le discours, d'abord, comment vous interprétez le discours de Laurent Gbagbo? Est-ce un appel à la réconciliation ou à la confrontation? Bien, c'est ce que je disais d'entrée de jeu. Voilà, dans le fond, c'est une manière d'interpeller le gouvernement ou bien d'intimider le gouvernement, afin que le gouvernement se rende compte. Mais la question elle est claire. Est-ce un appel à la réconciliation ou à la confrontation? Confrontation appelée dans les rues. Effectivement, parce que vers la fin de son discours, il a dit, et je le répète, il a dit qu'à un moment donné, il faudra qu'on envahisse toutes les rues d'Abidjan. À un moment donné, il faudra qu'on envahisse toutes les rues d'Abidjan. Et que ce moment-là, ça va se faire au moment opportun. Et il a même dit que soyez prêts pour la bagarre. Soyez prêts pour la bagarre. Nous allons nous battre. Quand on écoute tout ce champ lexical-là, ça ramène à une sorte de confrontation dans la rue avec les forces régaliennes que nous connaissons. Mais la Côte d'Ivoire n'en a plus besoin, au fait. Voilà. Nous sommes à une ère où la population est consciente de ce que représente ce pays pour nous tous, de ce que représente ce pays dans la sous-région, sur la sphère politique, économique et bien d'autres. Donc du coup, l'atmosphère dans laquelle, ou bien la période dans laquelle nous étions, de 2002 jusqu'à 2010, en tout cas, nous ne sommes plus dans cette atmosphère-là. Les temps ont évolué, les temps ont changé. Figurez-vous qu'à cette époque-là, le ministre Charles Blé Goudé, ou bien Charles Blé Goudé, était le général de la rue. Tout ce qu'il disait était suivi à la lettre. Mais aujourd'hui, figurez-vous que s'il s'arrête et qu'il fait ce même appel-là, ce n'est pas évident que 10 personnes puissent sortir. Alors, vous dites que lui n'est plus avec Laurent Gbagbo. Que lui n'est plus avec Laurent Gbagbo. Ça veut dire que les temps ont évolué et les Ivoiriens veulent la paix.
Les Ivoiriens veulent s'épanouir. Chaque individu, chaque Ivoirien de son côté, dans son petit boulot, bien dans une petite débrouillardise. Alors, il n'y a que la paix qui puisse garantir ces petites débrouillardises-là. La guerre ou bien une crise ou bien un enlisement ne va aider personne, ne va propulser, ne fera que faire reculer la démocratie, notre démocratie, la Côte d'Ivoire, l'économie et tout ce que nous avons acquis jusqu'ici, de 1960 jusqu'ici. Et figurez-vous que nous sommes un géant en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, mais démocratiquement parlant, nous sommes nés, nous sommes petits. Nous n'arrivons même pas à la cheville, par exemple, du Sénégal. Et c'est fort, fait dommage. Voilà. Donc, cette fois-ci-là, nous voulons un dialogue direct entre les politiques. Figurez-vous qu'entre deux individus qui ne font pas de politique, il y a l'harmonie. Mais à partir du moment où l'individu X est de tel bord, l'individu Y est de tel bord, il y a conflit. Pourquoi? Parce que les politiques n'ont pas pris le temps. Les politiques n'ont pas pris le temps de créer la réconciliation entre eux d'abord. Voilà pourquoi nous nous enlisons à chaque fois qu'on parle d'élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Bien. Alors que ça devait être un simple jeu. Bien. Alors, là, les élections approchent à grands pas. Certains Ivoiriens craignent. Comment vous analysez le ton du discours donné par Laurent Gbagbo? Ces genres de discours font craindre au sein de la population. Oui, mais vous savez que la situation actuelle, l'accalmie que la Côte d'Ivoire vit, est la fille de la situation de crise que nous avons connue lors des élections de 2000 et qui s'était achevée en 2011. Et donc, nous avons une accalmie, il y a la paix, les Ivoiriens vaquent librement à leurs occupations, la Côte d'Ivoire est de retour dans le concert des nations. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le discours du président Laurent Gbagbo a été emmailloté par une volonté personnelle. Il renvoie tout à sa personne. Contrairement à ce que M. Niawa disait, que c'était un message qui est porté pour la cause de l'ensemble des Ivoiriens, cela est faux. Il dit « Mon grand-père s'est battu contre l'arrivée des Français et il est mort à Gagnoa. Mon père a fait la guerre en Normandie. Moi, j'ai 80 ans. Je me bats depuis que j'ai mes 15 ans. 18 ans. Pardon, de mes 18 ans. 18 et que ans. Je n'ai jamais été vaincu. Bon, non, il oublie même que dans un passé récent, en 2011, on sait comment est-ce qu'il a été pris dans le bunker. Il a perdu la guerre. Et donc, quand il fait, il compte sa vie à partir de son grand-père, il n'y a pas une autre manière de façon limpide d'indiquer clairement qu'il est en train de mener un combat personnel. Mais il a emmailloté dans un discours d'ensemble pour lui donner une envergure nationale, comme si c'était une cause d'ensemble qu'il défendait. Or, c'est archi faux. Figurez-vous, en quoi est-ce que le fait que le président Laurent Gbagbo ne soit pas inscrit sur la liste électorale participe à mettre au goût du jour les préoccupations des Ivoiriens? En quoi est-ce que le président Laurent Gbagbo, n'étant pas candidat, peut être une solution pour venir résorber, peut-être, comme on le dit de façon triviale, les problèmes, j'allais dire, sociétaux. Parce que, forcément, dans une cité, même aux États-Unis, il y a encore des taux de chômage. Aujourd'hui, Trump est peut-être le 46e ou le 47e président des États-Unis, mais ils sont en train de travailler encore pour le développement des Américains. Et donc, quelle que soit la nature de la politique qui est mise en place, il y a toujours de quoi faire. Donc, quel que soit ce que nous sommes en train de faire par la gouvernance et le magistère du président Alassane Ouattara, il est clair que les Ivoiriens auront toujours besoin d'un peu plus en vue d'aller vers le mieux-être. Mais en quoi est-ce que cette volonté de s'accomplir et de s'affranchir pour mieux se réaliser socialement peut être mise en liaison avec la cause d'un individu, fût-il être président de la République parce qu'il n'est pas inscrit sur la liste électorale? Est-ce que la cause d'une seule personne peut être au-dessus de l'ensemble, sinon de la nation tout entière? Donc voici de façon clairement indiquée que le message du président Laurent Gbagbo n'est pas un message qui porte la cause de l'ensemble des Ivoiriens, mais c'est un message qui ne fait que ressasser une vie politique qui malheureusement a épousé l'air du temps, mais qui n'a pas pu être intemporelle parce qu'elle a été grippée. La marche du PPACI a connu des rides et aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins où il faut véritablement comprendre que le dialogue dont on parle, la réconciliation dont on parle, ce n'est pas lorsque le PPACI sera au pouvoir
qu'on dira que les Ivoiriens sont réconciliés. Ben non. Est-ce qu'aujourd'hui, véritablement dans la société, quand vous regardez, est-ce qu'il ne fait pas bien vivre en Côte d'Ivoire? Mieux, l'extérieur, à travers la CAN 2024, leur appréciation de l'hospitalité des Ivoiriens est une réponse flagrante de ce que les Ivoiriens sont réconciliés. Merci Eric Bayala. Voilà. Marcelin Niawa, Laurent Gbagbo a dit en substance, je cite, « Je me battrai pour mon honneur, pour mon nom, pour mon pays. Je ne laisserai pas cette injustice passer sans réponse. » Et plus loin, il a dit, « Attention, vous êtes en train d'aller trop loin. » Comment vous réagissez face à ces propos? Oui, merci. Mais d'abord, je vais réagir à des propos. Je tiens à préciser que vous avez 3 minutes. Oui, j'ai 3 minutes. Okay. Quand Mme Seri dit que Gbagbo Laurent n'a pas drainé du monde, Gbagbo n'est plus audible, que la désobéissance civile qui avait été faite en 2000, tout ça, il met ça sur 2020. Alors, combien de militants avaient été mobilisés à Port-Boué? Attendez, laisse-moi finir. C'est moi qui ai évoqué le problème. Bien, mais c'est moi qui pose des questions sur ce plateau. Oui, d'accord. Donc, laisse-moi. C'est une question, c'est une relance. Oui, combien de militants ont été mobilisés à Port-Boué? Donc, je vais dire que les images que nous avons vues, il n'y avait pas de place vide à cette place où les militants du PPACI étaient à Port-Boué. C'est Laurent Gbagbo qui a drainé hier des millions d'Ivoiriens à Dabou, ne peut pas brusquement ne pas traîner du monde. Donc, ça, ce n'est pas un débat. Il a été toujours dit au PPACI. Combien de militants à Port-Boué? Je ne suis pas en train de compter, je ne suis pas dans les chiffres. Mais je dis. Nous demandons, nous posons la question. Le débat, ce n'est pas de dire. C'est moi qui pose des questions. Oui, mais je dirige mon émission comme je veux. Oui, je suis d'accord. Mais moi aussi, je ne suis pas là pour venir délivrer. Je dis que les images. Répondre à toutes les questions que j'ai vues, j'ai vu M. Sidi. Combien de militants ont été mobilisés à Port-Boué? À Port-Boué, vous étiez journaliste, vous étiez là-bas, vous avez compté comme des militants. Bon, d'accord, moi aussi, j'y étais pas, mais j'ai dit les images que j'ai vues. Les images que... Mais c'est une faute de votre part de ne pas aller là-bas en tant que journaliste. Je ne suis pas obligé d'aller à d'accord, donc moi, je ne sais pas, mais j'ai dit les images que j'ai vues, il n'y avait pas de tout sur cette place-là. Non, moi, je ne fais pas de débat sur les groupes. C'est une question, les téléspectateurs veulent savoir combien de militants ont été mobilisés par le PPACI. Vous n'avez pas les chiffres, c'est ça. Vous n'avez pas les chiffres, Marcelin Niawa. Vous n'avez pas les chiffres. Monsieur Sidi, que vous êtes journaliste, votre rédaction n'a pas de chiffres. Vous étiez là-bas? Vous avez envoyé une équipe de rédaction? Bon, d'accord. Donc, laissons ce. Je veux dire. Bien, il vous reste 1 minute pour terminer. Allez-y. Oui, j'ai dit à cette place, était bondée du monde, il n'y avait pas de place. Mais je vais dire à. Sur ce plateau, on donne avec des preuves. Si vous n'avez pas les chiffres. Mais ça aussi, mais quand la parole, pourquoi tu n'as pas demandé des preuves? On vous a posé des questions. Non, mais monsieur Sidi, soyez logique. Pourquoi vous n'avez pas demandé des preuves à Mme Seri? On a posé la question. Non, elle dit qu'il n'y avait personne là-bas. Pourquoi tu ne lui as pas demandé le chiffre? Mais j'ai dit, moi, je n'étais pas là-bas, mais je t'ai dit que les images. Vas-y, c'est injuste de cette façon de débattre, monsieur. Je me battrai pour mon honneur, pour mon nom, pour mon pays. Je ne laisserai pas cette injustice passer sans réponse. Comment vous réagissez face à ces propos de Laurent Gbagbo? Moi, ces propos ne me surprennent pas de M. Laurent Gbagbo. M. Laurent Gbagbo fait croire à l'opinion nationale et internationale, surtout aux Ivoiriens, que son honneur est bafouillé. Mais n'est-ce pas, M. Laurent Gbagbo? Bafoué par qui? La vraie question qu'on se pose, c'est celle-là. Est-ce que c'est le pouvoir qui bafoue l'honneur de Laurent Gbagbo? En le disant, il parle clairement du président Alassane Ouattara, c'est-à-dire le pouvoir en place. Il a clairement tort. Parce que M. Laurent Gbagbo est cette personne-là même, en tant qu'ancien président, il n'était même pas encore président quand il bafouait l'honneur du président, son Excellence Alassane Ouattara. Il est celui-là qui, partout où il passait, qui n'avait pas de preuves et qui disait à tout le monde, qui veut l'entendre, que son Excellence Alassane Ouattara n'était pas ivoirien. Avait-il le droit de le faire? En le faisant, ce n'était pas bafouer la dignité et l'honneur du président Alassane Ouattara. Ça, c'est une question à laquelle j'aimerais que tous les Ivoiriens répondent. Quand ils vont nous écouter, dans les écrits, ils vont réagir. Alors, ça, c'est la première question. La deuxième question, l'honneur du président Alassane Ouattara a été bafoué quand il a vu la dépouille de sa mère traîner à des kilomètres par le camp de M. Laurent Gbagbo. Et ces personnes qui ont fait ça n'ont jamais été punies. On ne sait même pas qui a fait ça. M. Laurent Gbagbo étant président de la Côte d'Ivoire, il n'a pas mené des enquêtes. Il n'est pas allé plus loin. Ça, c'est bafouer l'honneur de son Excellence Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, nous sommes là. M. Laurent Gbagbo, quand il disait dans ce pays, jamais son Excellence Alassane Ouattara ne va être candidat à aucune élection en Côte d'Ivoire. Résultat des courses. Ça fait 15 ans que le président Alassane Ouattara, bientôt, est à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, M. Laurent Gbagbo n'a pas d'honneur plus qu'un autre Ivoirien. Voilà.
Bien. Dr Daouda Ouattara, est-ce que pour vous, le discours de Laurent Gbagbo à Port-Boueux reflète une stratégie de rassemblement ou de division? Alors, dans un premier temps, c'est un discours de non-retour, en fait. C'est un discours de rupture. Alors, ce n'est pas un discours de rassemblement dans un premier temps. Et ce discours-là, je dirais même que peut-être en plus de 60 ans de combat, peut-être que de lutte, voilà, c'est peut-être l'un des plus mauvais discours qu'il ait tenu de tout son parcours politique. Parce que à cet âge-là, à 80 ans déjà, on s'est dit que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on dit et fait, c'est calculé, mesuré, avec beaucoup de sagesse autour. Avant de prendre une décision, bien, avant de parler, on réfléchit, on tourne la langue 7 fois avant de parler. Mais à cet âge-là, avec ce discours que j'ai appris, peut-être que ça aurait été un audio bien par écrit, je l'aurais refusé. Mais il a fallu que ce soit peut-être en vidéo pour que je puisse le croire. Même jusqu'à présent, je me pose un certain nombre de questions. Quand je dis qu'on va se battre, alors, de quels moyens de pression dispose-t-il? De quels moyens, quelle est sa maille de manœuvre? Quand il dit on va se battre, va-t-on se battre avec les armes? Va-t-on se battre légalement? Ou bien ce sera avec le dialogue? Alors, il y a déjà une certaine psychose autour de ces élections présidentielles. Et je pense que le discours de Laurent Gbagbo de ce samedi-là vient de confirmer cette psychose-là. Alors, c'est ce que moi, je ne cesse de dire tous les jours. Nous sommes citoyens de ce pays. Nous n'avons que ce pays. Et s'il brûle, nous allons brûler avec. Alors qu'eux, ils ont des filets sociaux qui peuvent leur permettre de se mettre à l'abri, de se mettre en sécurité. Alors que ces monarques-là, quand ils disent les monarques, le président Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara, puissent s'asseoir, discuter, avec, si possible avec les autres leaders exclus, qu'ils puissent s'asseoir, discuter, trouver un terrain d'entente pour n'est-ce pas, balayer cette psychose-là de la tête des Ivoiriens, parce que les Ivoiriens ont peur. Nous autres jeunes générations-là, nous sommes la relève de ce pays et nous ne voulons pas hériter d'un pays en ruine. Nous ne voulons pas hériter d'un pays où l'économie est à plat. Nous ne voulons pas hériter d'un pays où tout est à refaire. Nous ne voulons pas hériter d'un pays où à chaque fois qu'il y a des élections présidentielles, ce sont des milliers de morts, des dizaines de morts. Regardez-vous, figurez-vous que ce sont les leaders. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce sont les leaders politiques. Parce que c'est la haine des leaders politiques entre eux là qu'ils distillent à leurs partisans. Et c'est cette haine-là qui gangrène la population, qui crée toute cette psychose. Après, du moment où les leaders s'asseyent pour parler, pour trouver un terrain d'entente, vous allez trouver que nous allons tous vivre en harmonie. Les élections vont se dérouler, bien se dérouler, et chacun va vaquer. On a vu par le passé des dialogues politiques. On a même eu 5 dialogues politiques, mais cela n'a pas empêché, lors des élections de 2020, par exemple, des violences par endroits. Effectivement. Mais cette fois-ci, je pense que c'est un peu différent. Il y a aussi la sincérité. Il y a la sincérité, parce que c'est ce que je disais d'entrée de jeu. Il y a l'âge. Le président Laurent Gbagbo a aujourd'hui 80 ans. Le président Alassane Ouattara a plus de 80 ans. Je pense qu'à cet âge-là, c'est la sagesse. Tout ce qui doit être pris comme décision est calculé, est balayé. C'est-à-dire, tout est sécurisé, tout est canalisé. Alors, si nos grands-pères, le président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara ne peuvent pas nous donner la paix, nous léguer ce pays dans la paix, avant peut-être de libérer le tablier, mais qui n'écrit pas des milliers de morts avant. Merci. Dernière question, Eric Bayala, avant la pub, en 1 minute 30. Est-ce que pour vous, le discours de Laurent Gbagbo marque un changement dans sa communication politique? Oui, absolument. J'allais dire, il vient d'opérer une rupture dans la fréquence des discours qu'on lui connaissait. Parce que quand vous dites que les gens sont venus d'ailleurs pour venir me trouver chez moi et ils viennent me piétiner, je ne vais pas l'accepter. On ne va venir me trouver chez moi. La question est de savoir qui est venu d'ailleurs. Et donc, quand on pose un tel postulat et que depuis toujours, Laurent Gbagbo qui s'est présenté comme celui-là qui était l'artisan de paix, qui a même organisé un forum pour la réconciliation lorsqu'il accédait au pouvoir, au cours duquel forum, il a dit qu'il pouvait aider ses opposants à leur permettre de régler quelques problèmes, mais jamais il ne pourra intervenir dans une affaire de justice pour eux. Mais aujourd'hui, ce qu'il a refuté hier se retrouve dans son vis-à-vis à l'idée de savoir que s'il n'est pas sur la liste électorale, ce n'est pas par le bon vouloir d'une décision politique
Bien au contraire, il s'agit d'une décision de justice qu'il en a extrait. Et donc, ce qu'il dit qu'il ne pouvait pas faire hier pour faire plaisir à ses opposants, comment aujourd'hui le souhaite-t-il que l'on le fasse pour lui? Et donc, il est question que nous nous retrouvions dans une situation d'interrogation continue à l'idée de savoir quelle est cette alchimie et par quel miracle pourrait-on polir les angles et mariner les contraires pour que M. Laurent Gbagbo, qui était, j'allais dire, réfractaire à une injonction dans une décision de justice, puisse solliciter aujourd'hui le président Alassane Ouattara pour qu'il ait une faveur. Malheureusement, le discours qu'il tient n'est pas un discours d'apaisement, parce que c'est une convocation à la confrontation et il a pris rendez-vous avec la rue. On ne va pas dans la rue pour parler des problèmes de réconciliation. On ne va pas dans la rue pour engager un dialogue. On ne va pas dans la rue pour pouvoir trouver un compromis. Merci, le compromis, c'est toujours autour. Nous allons marquer une courte pause, chers téléspectateurs. On revient juste après pour la suite. Alors, nous sommes de retour de la pub et puis avant la pub, Eric Bayala avait la parole. Maintenant, à vous, je reviens sur la même question que vous n'avez pas pu répondre pour question de temps. Je me bats depuis que j'ai 18 ans et non, et on ne m'a pas encore vaincu. Ils veulent qu'on se batte, on va se battre. Je vais me battre pour mon honneur et je vais me battre pour la Côte d'Ivoire. Vous avez 3 minutes pour répondre à cette question. Merci, allez. J'ai dit que Laurent Gbagbo est toujours dans une dynamique de lutte contre l'injustice depuis qu'il est rentré en politique. Et c'est ce qu'il a dit. Depuis 18 ans, il se bat. Mais ses adversaires qui sont là aujourd'hui et qui paniquent, parce que eux, comme ils sont venus au pouvoir avec des armes, quand Laurent Gbagbo parle de combat, ils pensent que c'est des fusils qu'il va prendre. Mais comme le dit si bien l'artiste, un coupeur de tête n'aime pas qu'on parle derrière lui avec une machette. Comment Laurent Gbagbo compte-t-il se battre? Mais il compte se battre, regardons-le. Il le dit, c'est comme hier quand il était à la CPI, il dit, Madame le juge, on ira jusqu'au bout. Les gens ont pensé que c'était une simple pantalonnade. Or, en réalité, il n'a pas pris de fusil. Argument contre argument, il est sorti de la CPI. Quand il vient et il trouve l'injustice sur le terrain, il dit à Port-Boué hier, nous allons nous battre. Comme le dit Madame, il a dit 14 fois. C'est sa fermeté dans le combat. Avec qui? Avec le pouvoir. Mais il se bat sur le terrain politique. Contre le pouvoir, on se bat toujours contre quelqu'un, mais de façon démocratique. Ce qui aujourd'hui énerve certains, quand j'ai entendu beaucoup de cadres du RHDP ce week-end, tels que Cissé Bakongo et autres, qui disent que Gbagbo Laurent prépare un coup d'État, mais il n'est pas question de coup d'État. Peut-être comme ils sont venus par coup d'État, ils ont peur que les autres fassent coup d'État. Mais il faut qu'ils sachent pourquoi le président Laurent Gbagbo donne sa nature. Il dit qui il est. C'est lui, Laurent Gbagbo, l'homme qui a décidé d'accéder au pouvoir de façon pacifique, pour que les gens ne se trompent pas. Son nom n'a pas encore changé, il est toujours le même. Donc c'est dans cette logique qu'il est, et il le dit de façon ferme. Et c'est justifié dans la mesure où plusieurs fois il a interpellé le pouvoir en place. Il a envoyé des courriers, des conférences, partout il passe, et rien ne bouge. Alors quand on ne veut pas la discussion, qu'est-ce qu'on veut d'autre? On l'oblige à sauter, mais en utilisant les moyens qui sont dans la Constitution. La Constitution aussi programme la rue. Les marches là, ce sont des armes constitutionnelles de la démocratie, mais prévues par la Constitution. Donc quand les gens disent, oui, il veut aller dans la rue, c'est pas bon, qu'est-ce qui est mauvais? Faire une marche par exemple. C'est comme faire des meetings. Les gens font des meetings partout aujourd'hui, personne n'est mort. C'est comme demain. Laurent Gbagbo, lui, n'a pas évoqué de marche pacifique. Il dit qu'il va aller dans la rue. Mais en même temps, il ne te dit pas que je vais dans la rue avec... Quand on sait l'histoire de la Côte d'Ivoire à travers les marches dans les rues. Tel qu'on le connaît, Gbagbo Laurent, il n'a jamais soulevé des rébellions. Ce n'est pas avec des armes qu'il ira dans la rue. Il a toujours ses moyens de lutte, c'est des moyens démocratiques. Merci Marcelin Niawa. Madame Solange, comment évaluez-vous l'impact de ce que l'opposition, notamment le PPACI, appelle l'exclusion de Laurent Gbagbo de la liste électorale pour la prochaine élection à venir? D'accord, merci. Bon, pour répondre à votre question, je vais d'abord aller sur les propos de M. Niawa. M. Niawa qui dit que le parti au pouvoir a peur que dès que M. Laurent Gbagbo sort un mot, nous, on est fébrile parce que pour nous, comme nous sommes venus au pouvoir avec les armes. Moi, je voudrais qu'on soit un peu clair, on élève un peu le niveau du débat. Les Ivoiriens, aujourd'hui, ce n'est pas ces choses-là qu'ils veulent entendre. Parce que 1000 ans, ça fait au moins 20 ans, 30 ans que vous dites la même chose, depuis 2019, que vous êtes en train de dire la Côte d'Ivoire a été attaquée par la rébellion d'Alassane Ouattara, a été attaquée par... Mais vous n'avez jamais apporté aucune preuve. Donc, à un moment donné, quand vous n'avez pas de preuves, ça suffit. Et puis, allons au débat intellectuel. On nous dit ici, Laurent Gbagbo nous dit ici, il va se battre.
M. Laurent Gbagbo va se battre? Vous nous dites ici, M. Nyawa, que M. Laurent Gbagbo va prendre les rues. Mais si M. Laurent Gbagbo prend les rues par l'autorisation, avec l'autorisation des autorités compétentes, il n'y a pas de problème. Mais nous savons comment Laurent Gbagbo et ses militants, ses sympathisants prennent la rue. Ça finit toujours en cacahuète. Ça finit toujours dans le désastre. Ça finit toujours dans le désordre. Et donc, Laurent Gbagbo ne peut pas dire aux Ivoiriens qu'il va se battre en prenant la rue. Les rues d'Abidjan ne sont pas faites pour que M. Laurent Gbagbo y emmène les enfants d'autrui. Nous voulons la tranquillité, que M. Laurent Gbagbo utilise sa sagesse, qu'il utilise... Il y a un proverbe qui dit, la manière de demander quelque chose vaut mieux que la chose même qu'on demande. M. Laurent Gbagbo demande à ce que le président Alassane Ouattara lui fasse une faveur, parce que ça, vous ne le dites pas, c'est une faveur. Mais il ne force pas la main. Il ne peut pas forcer la main au président Alassane Ouattara, ni au gouvernement, ni même à M. Sissé Bakongo, à plus forte raison à Alassane Ouattara. Et donc, ce que nous disons ici, M. Laurent Gbagbo doit avoir un ton bas pour que ceux qui le suivent là réalisent que la Côte d'Ivoire est partie à un autre niveau. Et donc, quand on demande, la main qui demande est en dessous de la main qui donne. Vous demandez au président Alassane Ouattara des faveurs, vous ne pouvez pas être au-delà de ce que le président peut vous donner. Et donc, si c'est la rue qui vous arrange pour que vous fassiez entendre, ben, nous, on veut bien voir ça. On est assis là, on veut voir, tester. Et puis, nous tous, on va vérifier quelque chose. On va voir comment ça va se passer. Bien, voilà. Sur ce plateau, on n'incitera pas à la violence. Voilà. Merci, Dr Daouda Ouattara. Pour Laurent Gbagbo, sa condamnation et sa radiation de la liste électorale ne visent qu'un seul objectif, et je cite, l'empêcher de se présenter à nouveau devant les Ivoiriens. Ce n'est pas seulement mon cas qu'il faut voir, c'est la démocratie qu'on est en train de saboter, c'est le droit du peuple à choisir ses dirigeants qu'on bafoue, a-t-il dit. Réaction là-dessus? Bien, je vais remonter un peu en arrière. Il faut dire que la radiation du président Laurent Gbagbo de la liste électorale ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Alors, c'est depuis 2020. Et lors des élections présidentielles de 2020, le nom du président Laurent Gbagbo ne figurait pas sur la liste électorale. Ça n'a pas fait de tollé. De 2020 jusqu'à 2025, ça fait pratiquement 5 ans. 5 ans, oui. 5 ans. Le PPACI ou bien EDS d'alors n'a pas mené des actions d'envergure pour que, de grandes actions, voilà, pour que le nom du président Laurent Gbagbo soit réinscrit sur la liste électorale. Bon, on attend à ce qu'on soit à quelques mois des élections présidentielles de 2025 là pour commencer ce combat. Moi, je pense que, selon moi, voilà, personnellement, moi, je pense que le combat il est biaisé d'avance. Pourquoi ce combat? Parce que il y a qu'en Côte d'Ivoire, les partis politiques pratiquent ce qu'on appelle le leadership traditionnel. Le leadership traditionnel où le leader, le leader qui est à la tête du parti politique, il fait la pluie et le beau temps. Il ne prend pas la peine de former quelqu'un. Au cas où il a une incapacité, ce second-là puisse prendre la place. Alors tout tourne autour de ces leaders-là. Ils font la pluie et le beau temps. Et tant qu'ils sont en vie, personne ne peut avoir de velléité de candidature, personne ne peut être ambitieux dans leur formation politique. Exemple, on a vu le cas avec le PDCI, le président Henri Konan Bédié. Après son départ, nous voyons les crises en interne parce qu'il n'a pas pris le temps de préparer, de désigner quelqu'un avant son départ. En tout cas, alors, pas le cas où le charisme, quand ça comme ça, ces leaders secondaires là qui gravitent autour de ces leaders là n'ont pas le temps d'avoir de charisme, ne peuvent pas rassembler tout le monde. Et quand c'est comme ça, c'est un problème. Et le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, si le PDCI avait pris le temps de préparer quelqu'un, si le PPACI avait pris le temps de préparer quelqu'un, si les autres partis politiques... a son candidat, si les autres partis politiques... Non, j'en viens. Si les autres partis politiques avaient pris le temps de préparer des leaders, peut-être dans l'ombre, on n'en serait pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit que le président Laurent Gbagbo, il n'est pas sur la liste électorale. Il aurait dit, bon, par exemple, M. Nyawa Marcelin, vous êtes présidentiable, venez, vous êtes le candidat du parti. Et à partir du moment où je suis en vie, j'appelle à te voter. Te voter, c'est comme voter Laurent Gbagbo. On aurait dit, le problème, il est simple. Aucun parti politique n'a préparé un autre candidat à part l'unique et seul leader qu'on connaît à la tête de ces partis. Voilà pourquoi j'ai parlé en termes de monarchie. Ce sont des monarques à la tête de ces partis politiques. Et c'est ce qui nous met dans ce problème. Alors, j'en viens pour conclure. Il va falloir que les jeunes, surtout la nouvelle génération, commençons à
à trier, à bien regarder les partis politiques avant de nous engager. Il ne faut pas t'engager dans un parti politique où après, quand il y aura des séances électorales, on va t'appeler à descendre de la rue, aller perdre ta vie, aller te faire blesser, aller te faire emprisonner. Bien. Et Eric Bayala, pour Laurent Gbagbo, la démocratie est en train d'être sabotée. Comment vous réagissez face à ces propos? Non, mais la démocratie est en train d'être sabotée. Je pense que c'est peut-être dans l'esprit du président Laurent Gbagbo. Sinon, en réalité, aujourd'hui, si la démocratie était en train d'être bafouée, je ne pense pas que sa formation politique aurait eu des élus en termes de représentants à l'Assemblée nationale. Mais avant même d'aborder la question dans le fond, je voudrais rappeler que lorsque la crise est survenue en Côte d'Ivoire, avec cette histoire de rébellion, le président Laurent Gbagbo, alors président de la République, avait dit en son temps que j'ai décidé de causer directement avec ceux qui m'ont fait la guerre à travers l'accord de Ouagadougou. Et ceux qui ont décidé de me faire la guerre, c'est Soro Guillaume et ses amis. Et c'est eux qui l'ont convoqué à Ouaga. Sous, qu'on appelle ça, le contrôle du président Blaise Compaoré, et il y a eu l'accord de Ouaga qui a fait de M. Soro Guillaume président de la République. Non, Premier ministre. Pardon, Premier ministre. Autant pour moi. Et donc, quand vous parlez de « il est venu par les armes », mais apparemment vous vous trompez de personnalité, de personnage. Peut-être que vous n'êtes pas dans ce pays, vous n'avez pas vécu suffisamment en Côte d'Ivoire pour pouvoir commenter réellement les époques, les temps et les responsables de chaque époque et de chaque événement. Cela dit, pour revenir sur le principe de la démocratie, est-ce que la démocratie se définit par la situation d'un individu à être sur la liste électorale? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que M. Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale? Qu'est-ce qui s'est passé pour que M. Tidiane Thiam n'y soit pas? Qu'est-ce qui s'est passé pour que M. Charles Blé Goudé n'y soit pas? Qu'est-ce qui s'est passé pour que M. Soro Guillaume n'y soit pas? Chacun a pris rendez-vous avec un délit et à partir de ce délit-là, il y a eu une décision de justice. Et le jugement a été prononcé bien antérieurement à la réalisation de la RLE qui avait déjà défini clairement leur situation. Donc chacun d'entre eux le savait. Est-ce que M. Soro Guillaume ne sait pas que après les actes subversifs qu'il a menés, où on lui a collé un mandat, qu'on appelle ça, d'arrêt international, pour lequel il a fui la Côte d'Ivoire, et qu'il savait qu'il avait été déchu de ses droits civiques et politiques, il le sait? Est-ce que M. Tidiane Thiam, en allant se faire enrôler, ne savait-il pas qu'il avait la double nationalité? Il le sait. Est-ce que quand il y a eu la décision en 2020 contre le président Laurent Gbagbo, dont ses conseils se sont servis de cette décision pour aller auprès de la Cour africaine? C'est parce qu'il y a eu une décision, ils ont même fait appel de cette décision, donc ils ont reconnu quelque part cette décision-là. Merci. Et jamais il n'y a eu d'appel. Aujourd'hui, il n'est pas question d'une démocratie qui en parle, bien au contraire. Il ne peut pas avoir de démocratie sans justice. Bien. C'est parce qu'il y a la justice qu'il y a le dynamisme démocratique. Bien. Marcelin Niawa, Laurent Gbagbo en première ligne, le ton se durcit au sein de l'opposition ivoirienne. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il faut baisser les tensions, également le ton des discours? Nous sommes en train de reproduire ce qui s'est passé par le passé, ou est-ce qu'il faut interpeller toute la classe politique ivoirienne? D'accord, mais justement, je suis d'accord avec vous pour dire qu'il faut baisser le ton. Mais pour baisser le ton, il faut respecter les lois de la République. C'est pourquoi je suis d'accord avec M. Bayala quand il parle de démocratie. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec Mme Seri quand elle parle des richesses, des faveurs. Dans une démocratie, on ne cherche pas des faveurs. Elle nous invite à un sabaridé chez M. Ouattara pour que certaines... Quand elle dit la manière de demander, demander quoi? Dans une république, c'est les lois. Le président Laurent Gbagbo veut que son statut soit reconnu. Laurent Gbagbo a été jugé par un tribunal qu'il ne fallait pas. C'est un tribunal ordinaire. Un ancien chef de l'État, c'est un tribunal spécial qui le juge. Donc déjà, ce jugement-là, il est faux. Laurent Gbagbo, la Cour africaine des droits de l'homme, veut qu'on laisse, a décidé à juger qu'on doit l'inscrire sur la liste électorale. Laurent Gbagbo demande qu'on l'inscrive, son nom soit sur la liste électorale. La loi dit que M. Alassane Ouattara ne doit pas être candidat. Et Laurent Gbagbo l'a dit à Port-Boué. Il dit que M. Ouattara n'a pas le droit d'être candidat à cette élection. C'est une faute. Donc, pour le respect de cette démocratie-là, il faut qu'on aille vers l'application des lois. On ne doit pas chercher des faveurs partout. Une fois que la loi est appliquée, on n'est plus dans une république de faveurs. Il faut qu'on sorte de là.
Sinon, on tombe carrément dans une tyrannie qui dit son nom actuellement. Parce que comme le dit les cadres du RHDP aujourd'hui, la manière de demander, de quelle manière veulent-ils qu'on demande à Ouattara le dialogue politique pour qu'il accepte? On l'a écrit, ils lui ont écrit poliment. C'est des courriers qui lui ont été envoyés à travers des conférences de presse. Qu'est-ce que le RHDP perd aujourd'hui en acceptant un dialogue? Eux qui sont si démocratiques, qui sont majoritaires. S'asseoir et puis dialoguer. On peut dialoguer à tout moment. Le respect des minorités, la discussion. Ils vont à un congrès qui a pour thème, et j'ai lu le thème de leur congrès, où ils disent, deuxième congrès ordinaire, le RHDP pour une Côte d'Ivoire en paix, prospère et solidaire. Non, je suis dedans. Ça veut dire que quand on recherche la paix, on s'attache aux lois de la République. On n'est pas dans une logique de recherche de faveurs. On ne demande pas à l'opposition de rechercher des faveurs, de faire des sabaridés auprès du décideur pour obtenir telle chose. C'est pas en ce moment-là, on n'est plus dans une logique de recherche de paix. Mais je veux dire que Laurent Gbagbo, il est toujours dans sa logique de recherche de paix. Voilà pourquoi, depuis fort longtemps, il interpelle. Et il veut aller dans la rue comme la Constitution Merci, lui permet. Allez-y. Alors, je veux relever quelque chose, je veux apporter une petite correction. Monsieur Enyawa vient de nous dire que Monsieur Laurent Gbagbo, avec son statut d'ancien chef d'État, ne devait pas être jugé par n'importe quelle cour de justice. Bon, moi, je voudrais dire ici à Monsieur Enyawa, sans prétention aucune, que nous dit l'article 54 de nos lois. L'article 54 des anciens chefs d'État. Un ancien chef d'État qui a sémé les troubles dans une élection présidentielle devient un citoyen lambda. C'est n'importe quelle justice qui le juge. Donc, c'est que vous promenez sur tous les plateaux de télé. Je parle de l'opposition quand je dis vous, pas forcément vous, M. Nyawa. Je peux te répondre. Pas forcément vous. Ben oui, vous pouvez. Mais pourquoi vous l'avez donc envoyé à la CPI? Mais il n'est pas... Ces faits-là, il a été jugé à la CPI. Je suis désolé, Marcelin Nyawa. Il n'est pas allé à la CPI pour les mêmes faits. Mais on va y arriver. Marcelin Nyawa, s'il vous plaît, vous n'avez pas encore la parole. Parce que vous trompez la jeunesse ivoirienne. Et vous vous promenez sur les plateaux de télé pour raconter des contre-vérités. Monsieur Laurent Gbagbo, il a été jugé par la Cour de Côte d'Ivoire là, parce que tout simplement, il a sémé des troubles lors des élections présidentielles de 2010. Donc, on ne regarde pas son titre d'ancien chef d'État. C'est mis dans la loi. C'est mis dans la loi. Ça, c'est d'un. De deux. Il vous reste 15 secondes, allez-y. De deux. Quand vous dites qu'il a été à la CPI pour les mêmes chefs d'accusation, je dis c'est faux. C'est faux. Parce que le procès de M. Laurent Gbagbo a bien commencé en Côte d'Ivoire avant qu'il ne parte à La Haye. Depuis qu'il était à Korogo, dans le nord, là-bas, emprisonné dans le... Mais c'est ce qui est la réalité. C'est ce qui est réel. Merci. Voilà. Docteur Ouattara, le président Laurent Gbagbo s'offusque contre toute velléité d'autres mandats du président Alassane Ouattara. Comment vous réagissez? Bien. En tant qu'opposant historique, au fait, il y a un adage qui dit que quand un individu se noie, il essaie de s'agripper pour essayer de se sortir de la situation. Moi, je pense que ça fait partie de cela, parce que en disant à ses partisans, ou bien aux yeux du monde entier, que le président Alassane Ouattara n'est pas éligible, bon, c'est un peu truc. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que la loi n'est pas rétroactive. La loi n'est pas rétroactive. Il y a eu une nouvelle constitution en 2016. Et quand c'est comme ça, l'ardoise est effacée. Moi, je ne suis pas un juriste, mais je sais que quand on passe d'une constitution à une autre, je sais qu'il y a une partie ou bien il y a des parties de l'ardoise qui sont effacées. Moi, je ne rentre pas dans ce débat. Qui doit être candidat, qui ne doit pas être candidat. Moi, ce que je cherche aujourd'hui, c'est à ce qu'il y ait la paix. Bien, merci. À ce qu'il y ait la paix, j'en viens. Et dans son discours, dans le discours du président Laurent Gbagbo, dans le discours du président Laurent Gbagbo, il a rappelé la partie où il avait pris l'article 48 à l'époque, en 2009, pour faire de l'Alassane Ouattara candidat. Et dans sa manière de parler, c'est comme qu'il a rendu service en prenant l'article 48 à l'époque. Et il s'attend à ce que le président Alassane Ouattara lui rende l'ascenseur en prenant l'article 76 de la nouvelle constitution de 2016 qui
qui stipule que le président de la République dispose d'un pouvoir discrétionnaire, blablabla, avec des raisons. Donc moi à travers son discours, c'est ce que moi j'ai cru comprendre. Bien. Eric Bayala, 1 minute 30 secondes. Réaction sur Laurent Gbagbo qui s'offusque contre toute velléité de nouveau mandat de la part du président Alassane Ouattara, qui n'a encore rien dit sur sa candidature. Oui, en fait, le président Laurent Gbagbo, en le disant, cherche à se dédouaner de sa complicité avec le CNT d'alors. Parce qu'effectivement, après le CNT, on a vu l'interview que Jeune Afrique, TV5, Monde lui a accordé depuis qu'on appelle la Belgique, où au cours de 7 heures, il a dit que j'avais même dit au président Père à son âme, Henri Konan Bédié, que l'idée du CNT était une mauvaise chose, mais ils ne m'ont pas écouté. Ça veut dire qu'il était au courant. Et c'est parce qu'il a eu cette tribune-là qu'il a cherché à se dédouaner. Mais si le CNT n'a pas pu empêcher la première candidature du président Alassane Ouattara pour le compte de la Troisième République, comment voudrez-vous, par quelle alchimie, voudrez-vous empêcher que quelqu'un qui a fait déjà un premier mandat pour la Troisième République ne peut plus avoir le droit de faire son deuxième mandat pour la même Troisième République? C'est une incongruité. Et face à cette situation-là, nous sommes à nous interroger pour dire, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'il y a eu peut-être, j'allais dire, qu'on appelle ça, un fusible qui a disjoncté quelque part? Parce que bon, on se demande bien. Non, M. Alassane Ouattara est bel et bien candidat et il a la possibilité de l'être, sauf si lui-même, il refuse d'être candidat, sinon constitutionnellement, sa candidature La dernière question, est Marcelin Niawa. Certains Ivoiriens s'attendaient à des propositions concrètes pour améliorer leur cadre de vie et conditions. Laurent Gbagbo, lui, s'offusque contre toute candidature du président Alassane Ouattara. Comment vous réagissez? Oui, mais je pense que Laurent Gbagbo est dans une logique qui est très noble. Parce que l'accord de Pretoria donnait pour Alassane pour être candidat une seule fois. C'est ce qui a été. Et c'est dans cette logique, lors de la campagne 2010, Alassane Ouattara a dit « Je veux un seul mandat. Je veux 5 ans. » C'est ce qu'il a dit. L'accord de Pretoria fait de lui. Et il doit être candidat une seule. Mais mieux, je vais loin. Le ministre de la Justice, il devant l'Assemblée nationale, l'a dit ici, que Alassane Ouattara, avec cette nouvelle, ne pouvait plus être candidat. Même le 3e mandat, il ne pouvait plus le faire. Lui-même, il a dit. C'est le ministre de la Justice devant, ce n'était pas une opinion, devant l'Assemblée nationale, les élus de la nation. Mais je veux dire quoi? Que l'honnêteté voudrait ici qu'on n'associe pas le nom du président Laurent Gbagbo au CNT. L'honnêteté. Parce que durant tout ce CNT, il n'était pas mêlé à rien. Et à la veille du CNT, depuis Bruxelles, il a pris la parole pour dire « Mon pays va dans le gouffre ». Il a interpellé la classe politique ivoirienne, que ce soit le pouvoir en place et l'opposition. Donc, non, j'ai dit avant les élections, il a pris, révisité vos archives. Donc là, ce n'est pas du tout. Mais je veux dire que tous les cadres, s'il vous plaît, tous les membres du EDS, s'il vous plaît, madame. Le PDS n'existait même pas en ce moment. J'ai dit PDS. S'il vous plaît. PDS n'était pas là-bas. Je vous accorde 5 secondes pour terminer. Votre temps est très cohérent. Tous les cadres de Cissé Bakongo, les rédacteurs en chef de la Constitution disent que M. Alassane Ouattara ne peut pas être candidat. Bien, il faut que cette loi ne soit pas respectée. Alassane Ouattara n'a pas le droit d'être candidat en 2025. Voilà, nous sommes dans le carton rouge, rubrique dans laquelle nos invités et consultants font des coups de gueule sur des sujets d'actualité ou des sujets qui leur tiennent à cœur. Le premier carton rouge de cette émission avec Dr Daouda Ouattara. Bien, mon carton rouge, très très rouge, à tous ces acteurs politiques qui tiennent des discours guerriers, qui tiennent des discours musclés, qui veulent voir la Côte d'Ivoire brûler. Ces acteurs politiques-là qui seront les premiers à fuir ce pays quand une crise quelconque va déclencher en Côte d'Ivoire. Carton rouge à ces derniers, plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Bien, Marcelin Niawa, carton rouge. Carton rouge à l'OSER et au ministère du Transport. Je veux bien que la sensibilisation soit renforcée. Ces derniers temps, il y a trop d'accidents. Le week-end dernier, je venais de Gagnoa, j'ai eu beaucoup d'accidents sur l'autoroute, sur toutes les voies. Vraiment, je souhaite qu'on continue de sensibiliser au grand maximum tous les conducteurs pour qu'il y ait de moins en moins d'accidents sur les voies. Bien, Eric Bayala, carton rouge. Mais mon carton rouge va à l'endroit du président Laurent Gbagbo, notamment sur le discours qu'il a eu à tenir à Port-Boué. C'est quelqu'un qui a été déjà chef de l'État. Il a été à un moment donné le premier des Ivoiriens, le père de la nation.
sa posture, quelles que soient les circonstances, doit toujours rassurer. Et lui-même, de par sa prise de parole en public, il doit pouvoir continuer à être un modèle. Parce qu'on n'est pas forcément modèle quand on est chef de l'État, et quand on est à l'opposition, on devient l'antithèse de ce qu'on a proposé être. Il faut toujours demeurer tel que nous sommes, parce que c'est en faisant la politique autrement qu'on rassure. Tous les leaders politiques, qu'ils soient au pouvoir ou à l'opposition, ils ont tous une mission, celle de rassurer et d'appeler les Ivoiriens au rassemblement, à la réconciliation. Carton rouge au discours du président Laurent Gbagbo. Dernier carton rouge de ce mardi avec Solange Seri. Alors, carton rouge pour le maire de Makori, on va dire zone 4. J'ai traversé tout à l'heure la rue pour venir faire l'émission. Donc la rue Alex Fénis. Fleming. Hein? Fleming. Voilà. Zone 4. C'est impraticable. Et ce qu'on constate, on constate qu'il y a tous les opérateurs économiques qui sont dans cette rue-là. Que le maire de Makori se mette au travail pour nous donner de très belles voiries au niveau de ce secteur-là. Carton rouge pour M. Laurent Gbagbo. Carton rouge pour le discours de M. Laurent Gbagbo tenu à Port-Boué. Nous estimons que la Côte d'Ivoire a besoin de tranquillité. Et les Ivoiriens que nous sommes, nous avons besoin de tranquillité pour vaquer librement à nos occupations. Et essayer de réfléchir comment faire pour qu'on continue dans cette dynamique-là pour que le chômage soit réduit. Donc, on n'a pas besoin des discours guerriers, on n'a pas besoin des palabres. Que M. Laurent Gbagbo se tienne un peu à carreau, qu'il voie un peu comment tenir son discours pour apaiser, n'est-ce pas, ses sympathisants et ses militants. Place maintenant au chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 12, l'interdiction d'entrer aux États-Unis pour les ressortissants de 12 pays édictés la semaine passée par le président américain Donald Trump est rentrée en vigueur dimanche, dans la nuit de dimanche au lundi, selon le texte du décret présidentiel. Cette décision prise afin de protéger les États-Unis aux terroristes étrangers et aux autres menaces pour la sécurité nationale, selon la proclamation présidentielle, concerne les ressortissants d'Afghanistan, de la Birmanie, du Tchad, du Congo-Brazzaville, de Guinée équatoriale, d'Érythrée, d'Haïti, d'Iran, de Libye, de la Somalie, du Soudan et du Yémen. Réaction là-dessus, docteur Daouda Ouattara. Bien. Il y a un moment, je discutais avec un invisible, M. Placide Kessé, qui me disait que, arrivé à un moment donné, Donald Trump va prendre des mesures drastiques contre certains pays. Bon, au départ, je n'y croyais pas, jusqu'à ce que je tombe sur l'article la dernière fois. Alors, il faut dire que Donald Trump est le président des Américains. Voilà. Donald Trump n'est pas élu pour les pays de l'étranger, pour venir comme pompier, comme babysitter des autres pays. Non, Donald Trump, cette fois-ci-là, pour ce mandat-là, il est élu pour les Américains. Alors, tout ce qu'il considère comme menace pour ce peuple américain-là doit être écarté, que ce soit en amont ou bien en aval. Quand il parle de terrorisme, on a les pays comme le Yémen, l'Iran, etc., qui, selon les États-Unis, sont des pays qui financent, n'est-ce pas, le terrorisme. Alors, peut-être qu'en interdisant à ces ressortissants de mettre pied aux États-Unis, peut-être que ça va réduire, selon eux, le terrorisme sur le territoire américain. Pour les autres pays comme la Birmanie, le Tchad, la République du Congo, bon, le Congo-Brazzaville, ce sont des pays qui sont dirigés par des militaires et l'autre par un régime autocratique. Alors, c'est une manière de dire que ces pays-là doivent se prendre au sérieux, prendre des mesures, mettre en place des politiques qui puissent permettre à leurs ressortissants de s'épanouir sur leur sol au lieu de les laisser aller les envahir aux États-Unis, commettre des larcins, des crimes de toutes sortes. Voilà. Bien. Donc, en grosso modo, pour finir, le président Donald Trump est élu pour le peuple américain. Donc, il s'attelle à préparer et à protéger, coûte que coûte, quels que soient les moyens, de ce peuple américain. C'est pourquoi il est élu. Éric Bayala, votre appréciation de cette mesure? Bon, je pense que c'est vrai. Ici, il nous est donné de nous prononcer sur ce décret qui a été pris par le président Trump. Mais là, ne regardons pas les sanctions à l'endroit de ces pays, mais ces pays qui ont été blacklistés, quel est le mode de gouvernance de ces pays? Est-ce que ces pays n'ont rien à se reprocher?
Et donc, c'est pour cela que nous lançons toujours de façon continuelle notre appel à l'opposition, à la classe politique ivoirienne, pour dire que si aujourd'hui la Côte d'Ivoire n'est pas blacklistée, c'est à cause de sa gouvernance. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire est respectée, c'est parce que celui qui est à la tête de l'État inspire confiance et les Ivoiriens avec. Et donc si nous-mêmes, Ivoiriens, à travers la politique, nous nous inscrivons dans une dynamique de porter atteinte à cette appréciation de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, mais malheureusement, c'est nous tous qui allons en payer. Parce qu'avant 2011, on a vu que la Côte d'Ivoire n'était même pas inscrite au Conseil des Nations. On avait perdu toute considération. Et c'est juste à la prise du pouvoir, le président Alassane a dû faire beaucoup de voyages à l'étranger pour restaurer l'image de la Côte d'Ivoire. L'opposition d'alors l'avait traité de globe-trotteur, de Magellan. Mais aujourd'hui, voici les fruits. Cela a payé. Et donc tous ces 12 pays-là, véritablement, quand vous regardez leur mode de gouvernance, on ne peut pas aussi en vouloir au président américain. Bien. Marcelin Niawa, réaction là-dessus? Bon, en réaction, moi je pense que Donald Trump a été élu par les Américains et pour les Américains. Donc il prend les dispositions nécessaires pour protéger les Américains. Si cela est bien pour eux, tant mieux. Je n'ai pas grande chose à dire. Mais contrairement à ce que M. Bayala dit, qui présentait des pays de l'AES comme des pays très dangereux, aucun pays de l'AES ne figure sur cette liste. Dans mon propos. Merci à vous. Tu n'es pas sérieux là. S'il vous plaît. Je pense que Donald Trump, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, il a été élu par les Américains. Et Donald Trump travaille à ce que les Américains continuent de garder leur sécurité et leur paix. Et donc, tout ce qui va déranger la tranquillité des citoyens américains, Donald Trump va s'en servir pour que les Américains puissent être désormais tranquilles chez eux. Et donc, moi, je n'ai pas assez de commentaires à faire. Je le félicite dans cette démarche. Si même il y a encore d'autres sanctions, il n'a qu'à les prendre. Voilà. Parce que quand on ne vit pas chez soi, on a une façon de se comporter. Et donc, tous ces immigrés-là qui sont ailleurs et qui font des grands discours, des grands débats, sur comme ils étaient très arrivés au lieu de chercher à s'intégrer véritablement, qu'on mette des verrous sur leur pays et puis ils vont rentrer chez eux. Merci à vous, Madame Série Solange, cadre du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Merci d'être passé. On espère vous revoir très prochainement sur ce plateau. Avec plaisir. Merci à nos consultants, Dr Daouda Ouattara, analyste politique, Marcelin Niawa, analyste politique. Merci. Et puis Eric Bayala, journaliste, analyste. Chers téléspectateurs, rendez-vous demain pour un autre numéro d'Entre deux News. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.